La campagne pour l'élection présidentielle est lancée et à gauche, on sait désormais à peu près qui est candidat. On assiste au premier débat, souvent centré autour des thématiques chères aux réactionnaires, mais rarement sur les enjeux majeurs de notre époque, alors que le dernier rapport du GIEC affirme que la responsabilité humaine est avérée dans le changement climatique et que les politiques continuent sur une trajectoire destructrice pour l'environnement et criminelle pour le climat. Les questions écologiques et climatiques sont encore trop peu abordées, en marge et reléguées en arrière-plan. Parce qu'aux médias, on estime que ces enjeux doivent être au cœur du débat, indissociables des questions sociales. Nous consacrons cette émission politique face à l'urgence écologique et climatique. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Philippe Poutou. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Alors vous êtes ouvrier, licencié de l'usine Ford de Blanquefort suite à la fermeture du site, élu bordelais depuis les dernières élections municipales, candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois et porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous allez bien ? Je vais bien. Vous allez bien ? Et on va bien. Parfait. Nous allons bien. Alors, je crois qu'au NPA, vous revendiquez éco-socialiste. Qu'est-ce que c'est que l'éco-socialisme ? C'est vrai que c'est peut-être un mot qui est surtout connu et utilisé dans les milieux militants de gauche. Mais le sens que ça a, c'est en fait, par rapport à ce que vous disiez dans votre introduction, c'est l'écologie pour nous, c'est un problème de système économique, un problème de capitalisme. Et donc, résoudre les problèmes environnementaux, c'est forcément rompre avec le système capitaliste, c'est son renversement et c'est une autre société qui fonctionne différemment, donc le socialisme. Et donc, pour nous, ce qui est fondamental, c'est la réorganisation totale de l'économie. On produit différemment et avec des priorités qui sont celles de répondre aux besoins sociaux et donc à toutes les difficultés environnementales. Voilà, donc c'est cette idée-là, quoi. C'est l'idée, c'est peut-être l'autre mot, on va dire, d'une écologie radicale et populaire, donc une écologie anticapitaliste. Parce que du coup, la catastrophe, elle est en cours. Si on fait le constat de ce qui se passe actuellement, on entend souvent, même dans la presse aujourd'hui, qu'on est rentré dans l'ère des pandémies, même l'ère des méga-feux. On a pu lire ça cet été. Et puis même l'hiver d'avant, avec ce qui se passait notamment en Australie. Il y a les inondations, là, ça a commencé. On rentre dans la période des épisodes Cévenol, des épisodes méditerranéens, des événements qui ne sont plus isolés. Tout ça, ça n'a rien de naturel. Ça signifie qu'en fait, c'est le capital qui met en danger ou qui détruit ses propres conditions. C'est le système capitaliste qui est responsable. Ben oui, parce qu'il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas que l'ère des incendies ou des inondations, c'est aussi une ère de guerre. On le voit partout, de souffrance humaine, de dictature, on pourrait dire que l'ensemble du monde et l'ensemble de la société évoluent très mal et tout devient très dramatique. Et donc, du coup, on discute effectivement d'une explication qui est justement le fonctionnement de la société. On sait ça s'appelle le capitalisme, et on sait que ceux qui dirigent ce système-là, d'un point de vue économique ou politique, c'est cette couche de possédants qui fait tout fonctionner par rapport à ses intérêts à elle, des intérêts privés qui sont l'enrichissement. Et donc du coup, effectivement, c'est un système économique et politique qui est incapable de répondre à des besoins sociaux et des besoins environnementaux. Donc, vous me parlez des besoins sociaux, vous m'avez dit les guerres, etc. Mais c'est-à-dire que sur la question de la crise climatique aussi, elle est responsable. Oui, tous les malheurs. Alors après, ça fait un peu simpliste, un peu, on va dire, un peu schématique, mais oui, parce que le fait de dire c'est l'activité humaine qui pose problème, ou le fait de dire c'est l'homme, l'homme au sens l'homme et la femme, qui font qu'aujourd'hui on a des problèmes environnementaux, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il y a une organisation économique et sociale et politique qui détermine la façon dont on produit les choses, la façon dont on les répartit, et donc c'est forcément d'essayer de discuter des responsabilités de ce système politique-là, et ce système politique-là, contrairement à ce que disaient certains de gauche, ça a un visage. Et ce visage-là, oui, c'est la classe des possédants. C'est ceux qui y contrôlent et qui décident de produire de telle manière par rapport à leurs propres intérêts. Donc à la fois les questions environnementales ou les questions sociales ou les questions humaines en général. On le voit avec la question des réfugiés aujourd'hui. Tout ça, oui, il y a un système qui en est responsable. Voilà. Et du coup, pour revenir sur la question de l'écosocialisme, vous m'avez dit que finalement, c'est un peu cet horizon de la question du socialisme. Mais quand même, il y a une critique dans l'écosocialisme de la notion de croissance, de productivisme, mais sans pour autant être décroissant. L'écosocialisme, si, ça suppose quand même aussi la décroissance. Mais après, c'est la critique du capitalisme. Donc après, la critique du capitalisme, c'est la critique de son mode de production, et qui est un mode de production productiviste, c'est-à-dire c'est toujours produire plus pour faire plus de profit, et donc bouffer le marché du voisin ou bouffer les autres marchés. Donc du coup, il y a toute une logique de surenchère, et on produit toujours plus. Donc nous, on est en train de dire effectivement que la question environnementale, bon là par rapport à la question climatique notamment, puisqu'on discute qu'il y a beaucoup trop de consommation d'énergie,
Donc c'est aussi comment on limite cette production-là. Donc il y a à la fois la limitation de la consommation d'énergie et la limitation de la production, mais en tenant compte des intérêts des populations. Donc c'est obligatoirement, il y a un aspect de décroissance, c'est-à-dire de limiter, et on n'est pas du tout dans la logique où effectivement il faudrait produire toujours plus de richesses pour satisfaire l'humanité. Là on est dans un niveau où il faut maîtriser tout ça, de voir les gaspillages qu'il peut y avoir et de voir comment effectivement la planète, la population, les populations peuvent juste manger normalement, être logées normalement, enfin voilà. Donc du coup ça pose ces problèmes-là. Donc je pense que c'est inscrit de toute façon dans l'écosocialisme, dans la critique radicale du système capitaliste. C'est-à-dire que là, parce que là vous me parlez de la question des limites, mais le capitalisme est incapable de concevoir les limites, notamment les échéances lointaines, parce qu'on va parler tout à l'heure de la planification, mais le capitalisme, lui, est incapable de planifier justement à long terme et d'adapter sa production en fonction des limites planétaires, quoi. Ouais, alors après, ça fait bizarre toujours de dire le capitalisme, comme s'il y avait une société qui avait une certaine forme de conscience. C'est la classe des dominants, mais c'est même pas qu'ils sont pas capables, c'est que leurs critères ou leur motivation, elle est tout autre. Aujourd'hui, c'est pas de produire pour répondre aux besoins environnementaux, enfin à la crise climatique ou à la destruction de l'environnement, ou de répondre aux besoins sociaux des gens. Voilà, on le voit bien, c'est une logique, une boulimie de profit, de rentabilité. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi de la jungle. Bon, tout ça, c'est pas des trucs qui s'imposent comme ça par en haut, c'est pas un système par lui-même qui le fait, c'est qu'il y a bien des gens et donc une classe sociale qui maîtrise tout ça et qui a ce moteur-là dans l'économie. Donc elle possède, elle dirige et elle fait fonctionner l'économie de cette manière-là. Donc après, nous, c'est d'essayer de discuter qu'il y a forcément une autre façon d'organiser la société, d'organiser l'économie, une autre façon de produire, de raisonner, de prioriser telle ou telle chose. Et c'est pour ça que c'est, dans le fond, c'est une question de démocratie, quoi. C'est de manière où la population, elle puisse par elle-même diriger tout ça, l'organiser et répondre immédiatement à toutes les difficultés du moment. Parce que ça signifie que la sauvegarde de notre écosystème, elle n'est pas envisageable sans une prise en compte à long terme. Ça fait 30 ans que les politiques en parlent, que c'est dans l'agenda politique, la question climatique, la question même de la crise, de l'effondrement de la biodiversité, etc. Mais ils ne font sans cesse que repousser les échéances. Ouais, nous on dit, nous NPA on dit ça, mais beaucoup dans les milieux militants écolos, ou pas seulement écolos, où il y a cette notion d'urgence, mais presque une notion de trop tard, parce que les dégâts sont déjà là. C'est limite la panique là, peut-être dans les états-majors politiques. Je ne sais pas s'il panique, mais en tout cas, il y a quand même suffisamment de drames humains aujourd'hui pour constater qu'il y a un système qui a fait faillite. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent pour expliquer qu'en fait, quelque part, il est même trop tard de se poser la question sur est-ce qu'il faut changer le système ou pas. Il faut le changer, ça devient plus qu'impossible, c'est une nécessité. Et donc l'urgence, elle est à ce niveau-là, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il faut trouver la force pour renverser ce système-là qui fait des dégâts. Et puis on sait que ça va continuer, on sait que ça ne s'arrête pas. C'est de ce point de vue-là, ça ne résonne pas. On le voit d'ailleurs, hein, on peut avoir des rapports du GIEC qui sont alarmistes au possible et qui décrivent très bien la situation actuelle. Et à côté de ça, des dirigeants du monde entier qui font presque comme si finalement il n'y avait pas ces rapports-là, qui n'en tiennent pas compte ou qui en tiennent compte en disant oui, c'est vrai, il y a une urgence. Et puis, ou en tout cas, après la réalité politique ou de leur politique, c'est de ne pas en tenir compte. Donc là, on voit quand même l'aberration d'un système, la folie d'un système et l'incapacité de ce point de vue-là. Mais l'incapacité, ça a toujours un côté un peu ambigu. C'est pas juste de l'incapacité parce qu'ils savent pas faire. C'est l'incapacité parce que leur moteur, il est ailleurs. Et on peut pas avoir d'un côté répondre. D'intérêt, Oui, d'intérêt, évidemment. Ça, ce sont les intérêts, on va dire, économiques, politiques. Mais même des fois, il y a des décisions aujourd'hui qui sont prises, il y a des choses qui se font. On voit pas seulement qu'ils sont incapables de penser la question du réchauffement climatique. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas une incapacité au sens limite intellectuelle des capitalistes ou d'un Macron ou d'un Biden ou de tous ces autres gros dirigeants. C'est que, ils sont pris dans une direction où là, oui, il faut servir les intérêts politiques des plus riches. Et de ce point de vue-là, le pouvoir réel, il est du côté des possédants, du côté des dominants. On a, de certaine manière, une vitrine démocratique, entre guillemets, parce que c'est quand même souvent très peu démocratique. On a des pouvoirs politiques, toutes des structurations politiques, mais la réalité derrière, c'est qu'il y a un camp social qui est très fort et qui détermine et qui donne le ton et qui dit, voilà, nous c'est ça qu'on veut, c'est leurs propres exigences. Et donc, nous, on est confrontés à ça. D'accord. Nous, la population, les populations. Et du coup, pour en sortir, parce que le GIEC nous dit encore que c'est possible, comment faire? Est-ce que l'outil principal de cette politique éco-socialiste, ce serait la planification?
Oui, on est pour la planification parce que ça permet de penser une société qui raisonne là par contre et qui raisonne pas profit mais qui ose mettre à plat quels sont les besoins, comment on peut faire tout ça. Mais la question de la planification, elle est forcément liée à qui dirige l'économie, donc qui possède en fait. Et donc c'est pour ça que nous, on met à côté de la planification la question de l'expropriation des moyens de production et la question de la socialisation. Et donc oui, il faut socialiser, il faut collectiviser les moyens de production, la direction de la société, il faut qu'elle soit justement entre les mains d'une classe sociale la plus nombreuse, celles qui ont justement intérêt à ce que ça fonctionne un peu différemment ou beaucoup différemment. Donc voilà, c'est pour ça, oui, il y a la planification, mais surtout en amont, c'est la question de prendre en main l'outil de production. Il ne faut pas le laisser entre les mains des capitalistes, il ne faut pas le laisser entre les mains du privé, où on voit c'est même pas du n'importe quoi. Il y a des tas d'exemples aujourd'hui. La propriété privée. Ah bah oui, c'est la remise en cause de la propriété privée, des moyens de production, mais ça c'est une vieille idée du mouvement ouvrier. Ça a été quand même amorcé par Karl Marx et ses amis de l'époque, peut-être même un peu avant. Mais oui, c'est de bien décrire la société. On parle beaucoup d'identité en ce moment. Nous, on parle d'identité de classe, on parle d'exploitation, de rapports entre les classes sociales, des rapports de propriété. Et nous, on pense qu'effectivement, il y a à minima la remise en cause de la propriété. Alors sur les questions environnementales, c'est un peu long, mais sur la question environnementale, on peut parler au niveau de l'énergie avec Total, au niveau des transports et tout ça, comment ça serait bénéfique réellement si ça devenait des secteurs qui étaient socialisés, sous contrôle des salariés, sous contrôle de la population, parce que c'est quand même, on le sait aussi, c'est pas difficile à comprendre, que la meilleure façon d'avoir une politique équitable ou rationnelle et efficace, c'est directement sous contrôle d'une population qui permet comme ça de répondre à des besoins immédiats. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de parler de planification, quoi. Pour résumer cette politique, il faut forcément parler un peu du triptyque planification, expropriation, socialisme. Après, c'est qui planifie? Quand on parle planification, on pense de suite à la Russie soviétique, enfin l'URSS. Et on a bien vu que la planification, quand elle est bureaucratique, c'est pas non plus génial. Donc effectivement, on planifie, mais qui planifie? Et pour les intérêts de qui? Et donc du coup, oui, c'est qui possède, qui dirige les moyens de production, qui a les richesses en main. Donc voilà, c'est pour ça que le pouvoir politique et le pouvoir économique, c'est deux choses qu'il faut qu'on discute, parce que c'est pas juste une question de pouvoir politique de celui qui va décider de toutes les choses. C'est derrière, voilà, qui a entre les mains toute la richesse de la société. Alors du coup, il faut revoir toute l'organisation de la société et des territoires. Vous m'avez parlé de démocratie aussi un petit peu en parlant de planification. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de substituer à l'anarchie du capitalisme des mécanismes de choix conscients et démocratiques de la part des travailleurs. Ça signifie que, par exemple, les travailleurs, dans leurs ateliers, dans leurs usines, ils ont aussi un rôle dans cette planification, dans cette société écologiste, éco-socialiste. Mais ça marche comment? Quelles sont leurs marges de manœuvre s'il faut une action démocratique des travailleurs, un rôle actif même des entreprises pour cette nouvelle société? Mais ça, c'est toujours difficile à imaginer parce qu'on part du monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc un monde où la plupart des travailleurs, où on va dire la classe prolétaire, elle est écrasée, broyée, elle n'a aucun pouvoir, on ne lui permet pas de penser, de réfléchir. Donc il y a un rabaissement permanent de cette classe sociale-là. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de discuter d'une société où collectivement on gérerait l'économie à l'échelle planétaire. Donc il y a quand même un écart important. Mais ceci dit, ouais, c'est une perspective politique et la seule issue, elle est bien là. C'est qu'en fait des millions de gens se retrouvent, collaborent et organisent ensemble l'économie, la production et réfléchissent sur les besoins à satisfaire et de comment on les satisfait. Donc ça, c'est arriver à convaincre là-dessus parce que c'est toujours présenté comme une utopie. Alors évidemment, la force, entre guillemets, des capitalistes, c'est de dire, regardez, c'est nous qui dirigeons le monde et franchement... comment vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, ce soit des 7 milliards d'individus sur une planète qui puissent collaborer? C'est pas possible, l'humanité n'est pas faite comme ça, la nature humaine n'est pas faite comme ça, c'est la concurrence, c'est chacun pour soi, c'est on se bouffe les uns les autres. Voilà, donc il y a aussi tous ces arguments-là qui font dire qu'on ne pourrait pas. Si, nous on dit qu'est-ce qui en fait empêcherait en réalité un monde qui fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que c'est à la fois des discussions générales sur la société, l'évolution des sociétés. C'est pas un peu pensé quand même déjà dans certaines luttes, je pense par exemple à la Chapelle d'Arblay ou à Grand-Puy, ils ont pensé aussi peut-être à quel type d'industrie, quel type d'usine ils pourraient avoir s'ils la reprenaient en main. Enfin, vous venez de l'industrie automobile, par exemple. Pour penser cette planification, l'élaboration de ces plans à l'échelle locale, si les travailleurs doivent transformer eux-mêmes leur outil de production, comment ça peut se passer dans un secteur comme l'automobile, par exemple? Vous allez arrêter de faire des voitures et vous allez penser à
faire, je sais pas moi, des bus, des tramways, comment ça se Bien passe? sûr, mais sauf que ça ne peut pas se passer au niveau juste d'une usine, par exemple. Ouais. Nous, on le voit quand on se bat, mais même aujourd'hui, les grévistes de Transdev qui se posent le problème du service public des transports, et justement, la société de transport sur la région parisienne, où là, en ce moment, ils subissent des attaques de toutes parts, hein, des attaques sur les conditions de travail, les conditions de vie, les salaires. Et donc, du coup, la lutte, elle permet aussi de réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les délégations de service public, c'est un formidable moyen pour tout fracasser. Et la seule réponse, c'est un service public des transports à une échelle large. Donc il y a une réflexion là-dessus. C'est l'exemple. Mais c'est vrai qu'à chaque lutte, en fait, il y a une réflexion sur, à partir du moment, de toute façon, à partir du moment où on se bat, à partir du moment où on relève la tête, qu'on s'émancipe de fait des rapports de domination. Donc du coup, on est amené à réfléchir. Effectivement, on se dit, mais en fait, ceux qui connaissent le mieux le travail, ceux qui connaissent le mieux la façon dont on peut faire les choses et comment on peut répondre aux gens, ben, c'est forcément ceux qui sont sur le terrain, c'est les travailleurs, c'est ce qu'on pourrait appeler la classe prolétarienne, et certainement pas tous ces technocrates, bureaucrates, même si on a aussi besoin, évidemment, on va dire, d'ingénieurs et tout ça. Mais donc, du coup, c'est ce rapport-là, ouais, c'est comment, à travers une mobilisation, comment, à travers des batailles, des combats, à travers une prise de conscience collective, justement, on peut être amené à discuter non seulement de nos intérêts directs d'ouvriers ou d'ouvrières ou d'employés, c'est-à-dire à la fois notre salaire, nos conditions de travail, mais en même temps de discuter de, mais en fait, ce qu'on produit, est-ce bien utile, et si c'est pas utile, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait reconvertir. Et c'est évident que le jour où des dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens ou des millions de gens ont cette réflexion-là au travers de mobilisation, et bien là, on verra des choses qui vont se passer dans la société. Mais c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la lutte de la loi travail. Hein. Vous vous rappelez, il y avait les nuits debout. On voyait à côté de cette lutte des grèves et des manifestations, il y avait une réflexion sur la société, sur comment faire, comment on y répond. Et à chaque fois qu'il y a des mobilisations importantes, mais même le mouvement Irak en Algérie ou la contestation au Chili, c'est derrière des réflexions politiques sur dans quel système on vit, qu'est-ce qu'on peut changer. Et on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses profondément dans la société. Donc c'est ça, et là de ce point de vue-là, ça devient très réaliste, mais ça suppose évidemment à la base et à minima, en fait une sorte de révolte et de dire, ben voilà, ben on va plus se faire écraser, on va plus se faire traiter comme des moins que rien. Ben oui, on n'est pas juste avec des bras pour se faire exploiter, on a aussi un cerveau, on peut penser et on peut même beaucoup mieux penser que ceux qui dirigent aujourd'hui la société. Et de ce point de vue-là, dans l'idée de la planification justement, on s'oppose aussi à cette idée que ce serait un État ou par en haut qu'on gérerait tout. Mais il y a aussi cette question de par en bas, parce qu'en fait, à l'échelle planétaire, on peut penser que beaucoup de choses peuvent se régler avec un minimum de centralisation, parce qu'il y a besoin d'organiser quand même à une échelle large, mais ça ne s'oppose pas du tout à une forme d'autogestion dans plein d'endroits. Et l'autogestion, c'est justement la capacité des gens par en bas d'organiser les choses et de faire des choix, de prendre des décisions sur la façon de produire ou ce dont on a besoin de produire. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de secteurs... On se pose un peu la question de l'avenir pour limiter le réchauffement climatique, notamment sur la question des transports. On parle beaucoup du secteur aérien qui représente 2% des émissions mondiales en 2015. On peut aussi parler de l'automobile. Mener une politique sur la question des transports, c'est aussi revoir tout l'aménagement du territoire. Enfin, comment vous abordez toutes ces questions ? Non, mais c'est vrai, c'est là où on voit que dès qu'on prend par un petit bout, on s'aperçoit que c'est l'ensemble de la société qu'il faut qu'on arrive à discuter. Mais ouais, sur l'automobile, effectivement, j'ai pas répondu, mais sur la lutte Ford, quand on se battait contre la fermeture de l'usine, on avait essayé de formuler aussi le fait, parce qu'en fait, on n'était pas du tout des obsédés de la voiture, au contraire, parce qu'en fait, un ouvrier qui fabrique des voitures, ou nous, on fabriquait des boîtes de vitesse, même si elles sont automatiques, on a du mal à imaginer le même ouvrier être un peu écolo, quoi. Il fabrique des voitures, donc forcément, il se fout du reste. Mais non, donc du coup, on avait essayé de formuler ça, justement, mais l'usine Ford ne veut plus l'usine, et ils disent qu'il n'y a plus besoin et tout ça. Bon, pourquoi pas, mais alors par contre, le problème politique était posé, et là, on a eu à faire face à la nullité des pouvoirs publics, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une usine qui existe, avec des machines, avec tout ce qu'il faut, à la fois des gens qui savent bosser, et une structure, un bâtiment, enfin tout, un terrain, qu'est-ce qu'on en fait ? Et nous, on disait au pouvoir public, mais voilà, il faut réquisitionner, il faut prendre tout ça. Ford veut se barrer, ils ont touché des tas d'aides publiques pendant des années. Réquisitionner et y ait une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ça.
Qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Alors c'était avant la crise sanitaire, donc on n'avait pas les arguments sur les respirateurs, enfin tout ce qui pouvait être utile pour soigner les gens, parce que d'ailleurs il y a eu des débats là-dessus au début, quand on a eu le premier confinement. C'était intéressant de voir justement comment on peut réorienter des productions. Nous on n'a pas eu ça, mais par contre on disait, mais ouais, vous disiez sur les bus et tout ça, nous on disait oui, pourquoi pas fabriquer tout ce qui peut être transport en commun et sortir de la bagnole, du tout voiture. Nous on était pour ça, mais là de ce point de vue-là, des salariés en lutte, ils peuvent pas tout résoudre, ils peuvent avoir un début de réflexion qui est forcément limité parce que nous on a un horizon assez restreint finalement, c'est les murs de l'usine. Bon, quand on milite, on peut réfléchir un peu au-delà, et donc du coup là, ce qui manquait. Et ce qui manque de plus en plus, on trouve, c'est du côté des élus, du côté des pouvoirs publics, du côté des collectivités, il y a une incapacité à se heurter, à se confronter aux logiques ultralibérales et au pouvoir absolu des capitalistes. Et parce que là, ce serait leur rôle, une sorte de puissance publique qui reprend la main et qui dit, ben ouais, on va raisonner collectivement, effectivement, ça on le reprend et on va voir ce qu'on en fait en s'appuyant sur les syndicats, sur les associations, sur des collectifs, sur la population qui s'organise. Voilà. Et c'est la campagne aux élections municipales, vous étiez dans ce contexte, justement. Oui. Et la nouvelle majorité verte ne s'est pas saisie de la question. Non, mais la gauche bordelaise, elle a l'image de la gauche nationale très très limitée en fait. Très limitée, même des fois ça fait mal, mais c'est nul. Parce qu'en fait, il y a une incapacité. On ne sait même pas le niveau de cynisme que peuvent avoir ces gens-là, ou si c'est une incapacité à pouvoir changer de schéma, ou c'est tout simplement une incapacité à se confronter à un pouvoir capitaliste, financier. Parce qu'en fait, les solutions, même à une échelle municipale, c'est pas compliqué. Sur la question du transport, sur la question de la pollution atmosphérique, sur la question du logement, parce qu'en fait, l'écologie touche un peu à tous ces sujets-là, d'une manière ou d'une autre. Et ils ne peuvent pas rompre avec ce qui était fait avant. Et sur ce que vous disiez, à juste titre, sur la question de l'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, la question du transport ou des logements, c'est lié à l'aménagement du territoire. C'est que pendant longtemps, ils osent moins maintenant, mais ça continue quand même, c'était l'idée de faire des grandes métropoles, on concentre la population, on met tous les services dedans et tout ça, ce qui est une aberration complète. Tout vient là, un gâchis d'énergie, et puis on déserte autour. Et là, malheureusement, à Bordeaux comme ailleurs, il y a une incapacité à rompre avec tout ça et à se poser et à dire, bon, ok, on fait complètement autre chose maintenant, mais ça suppose évidemment d'envoyer bouler les financiers, les banques, les spéculateurs immobiliers. Et donc, même sur le transport, nous, on a posé le problème de revenir à une régie municipale. Un service public de transport, pour nous, il n'y a que quand il y a un outil public sous contrôle public qu'on peut maîtriser complètement la politique derrière. Donc une politique qui respecte l'environnement et puis une politique qui répond à des besoins sociaux, c'est-à-dire qui donne l'accès à la population pour pouvoir se transporter. Et donc pour nous, la gratuité du transport, qui est à la fois sociale donc et écologique. Et là, ils nous disent juste, non, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est le seul argument qu'ils ont. Et donc oui, il y a quelque part une gauche, mais qui est en réalité plus de gauche, parce qu'on appelle ça encore la gauche, mais on n'est même plus trop exigeant, parce que on est confronté à ça immédiatement. Donc comment on arrive, nous, à bousculer ça? Et on sait qu'on est 3 élus à la municipalité de Bordeaux, mais il y a d'autres exemples d'autres villes où il y a des élus qui ne sont pas forcément du NPA, évidemment, de toute façon on n'en a pas beaucoup, mais qui se posent ces problèmes-là. Mais on voit bien que la limite qu'on a, c'est la force qu'on n'a pas. La force qu'on n'a pas, c'est la force des mobilisations. Que ce soit sur des questions, encore une fois, de transport, de logement ou de pollution, parce que nous, on a des problèmes de pesticides aussi, comme dans plein d'endroits, liés à l'utilisation ouais, voilà. Et on sait que c'est obligatoirement une force qui vient d'en bas, qui est liée aux luttes, aux colères, et qui permettrait justement de bousculer l'ordre qui est établi. Vous avez aussi des gros paquebots, je crois. Oui. Mais même ça, ils n'arrivent pas. Nous, on leur a dit, c'est quand même assez simple d'interdire. On sait que les paquebots, mais c'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai pas les chiffres en tête parce qu'il y a un travail qui est fait par des assos, mais les chiffres, c'est faramineux. La capacité de polluer et d'intoxiquer la population, c'est dingue. Mais ils sont pas capables, parce que ça voudrait dire, à un moment donné, ça serait peut-être les mettre dans un engrenage qu'ils veulent pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit, finalement, les paquebots de croisière, c'est fini, ils vont plus à Bordeaux, juste au bord du centre-ville. Derrière, ça permettrait de dire, alors à ce moment-là, les pesticides, faisons un moratoire, on stoppe les pesticides, et puis derrière, on stoppe l'artificialisation des sols, et puis derrière, oui, les transports publics gratuits et un service public du logement, enfin tout ça. Et on voit bien qu'ils le mesurent, ça. Sur les pesticides, il y a eu des maires qui ont essayé des arrêtés pour interdire les épandages à moins de 150 mètres des habitations.
ils ont été attaqués par les préfectures. Ouais, et la plupart ont été d'ailleurs, les arrêtés municipaux ont été annulés par les préfectures et par les tribunaux. Ouais. Mais ça, c'est justement ça qui permet après à la gauche, qui se croit toute maligne, en disant mais non, regardez, si on fait, mais sauf que même une grande ville le ferait, ça permettrait de percuter, de discuter. Et puis de toute façon, la bataille politique ou la bataille de l'opinion, c'est aussi d'être en capacité d'oser dire et d'oser faire. Et ça manque aujourd'hui. Et parce que la gauche est nulle, parce que la gauche n'est pas capable de ça, on subit la loi et la surpuissance de l'ultralibéralisme. Et il nous manque une confrontation réelle, mais qui est encore une fois liée à notre capacité à nous à mener des luttes. Et quand je dis nous, c'est aussi tout un milieu associatif qui se bat, et en lien avec la population, comment tout ça peut se construire. Mais voilà, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a la question des transports, mais il y a une autre question, celle des énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de penser la sortie des énergies fossiles, et déjà, faut-il en sortir ? Ah pour nous, NPA, et puis on s'appuie aussi pas mal sur le travail de tout un milieu associatif militant. Oui, il faut en sortir, c'est urgent, ça nous apparaît basique encore une fois. Il y a les gaz à effet de serre, enfin voilà, on voit bien que l'origine de la crise climatique est en grande partie là-dessus. Et puis après, c'est tous les transports, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, quoi, hein, c'est tous ces transports d'un continent à un autre, tout un fonctionnement économique qui est justement aberrant parce qu'il répond à des logiques de profit de la part des multinationales, mais pas du tout avec le souci de respecter l'environnement. Et donc du coup, on a ces transports-là et cette utilisation d'énergie fossile. Donc nous, on pense qu'il faut la stopper. Mais après, le problème, c'est que l'écologie, c'est pas juste une question technique. C'est-à-dire qu'effectivement, après, c'est des histoires de chiffres. C'est-à-dire, si on fait plus comme ça, est-ce qu'on peut produire autant sans les énergies fossiles? Donc là, il y a toute une série de chiffres. Et nous, on dit que ça passe par des transformations profondes de la façon dont on produit et donc dont on produit l'énergie. C'est pour ça que la question des services publics de l'énergie est fondamentale, en fait, hein, parce que c'est comme ça qu'on a la main sur la façon de faire. Et donc, il y a la façon de la produire et de distribuer. Et c'est pour ça que ça pose des problèmes d'organisation de la société. Il y a la question de produire, la façon de produire, mais il y a aussi la question de l'extractivisme. Par quoi on remplace par quoi, parce que là, il y a la question des énergies fossiles, la question de l'extraction minière. Et on sait que c'est destructeur, pas juste par rapport au gaz à effet de serre, parce que c'est l'Afrique, l'Amérique latine, partout où il y a des extractions minières, c'est la destruction de l'environnement, souvent de peuples indigènes. Il y a une souffrance qui n'apparaît pas, qui est invisible, puisqu'en fait, c'est des pauvres gens qui meurent de la pollution ou qui meurent dans leur coin. Donc tout ça à remettre en cause. Mais là, encore une fois, c'est directement lié. C'est directement lié à des choix complètement dingues des multinationales, bien souvent couvertes par les États, et la France, elle est bien placée pour ça, à couvrir Total ou Bolloré, dans des démarches qui sont quand même dégueulasses. Et donc, c'est pour ça que la question écologique, elle est dès qu'on discute de ces questions-là, on voit bien que c'est la question de qui décide, du pouvoir politique, de l'organisation de la société. Mais nous, on est pour sortir de tout ça et d'aller, ce que tout le monde dit aujourd'hui, mais d'aller vers des énergies renouvelables. Mais c'est pour ça que aussi, c'est pas juste remplacer une énergie par une autre, c'est comment aussi globalement notre mode de fonctionnement de la société, il permet de moins consommer, de moins gaspiller. Et donc, ce sont ces deux choses-là en même temps qui permettent de rendre crédible une société qui fonctionne sans les énergies fossiles et y compris sans le nucléaire. On va y venir sur le nucléaire justement juste après, mais vous me dites que c'est une question de chiffres. C'est-à-dire que la difficulté, c'est aussi, parce qu'il va falloir continuer quand même à produire, hein, peut-être moins, mais on sera obligé de continuer à produire. La difficulté, c'est de ne pas prélever sur la nature plus que ce qu'il n'en faut et de pouvoir prélever que ce qui ne peut être reconstitué derrière par la nature. Pas plus qu'elle ne peut supporter, c'est ça en fait. Oui, ça c'est ce qui est acquis quand même un peu partout. D'ailleurs c'est le jour dans l'année qui montre qu'en fait on a déjà consommé tout ce que la planète était capable. Donc du coup c'est de plus en plus inquiétant parce que ça arrive en mai ou en juin. Enfin ça arrive la moitié de l'année n'est pas faite que déjà. Donc on voit bien et ça c'est acquis. Tout le monde. Mais après c'est le problème, c'est toujours pareil, mais c'est comme le rapport du GIEC. On fait le constat
de l'urgence. On fait même le constat qu'il est déjà un peu trop tard. C'est-à-dire trop tard dans le sens où de toute façon la température va augmenter et qu'on sait que déjà aujourd'hui, des millions de gens souffrent du réchauffement de la planète. Parce que là on parlait des incendies ou des inondations, mais la réalité dans les pays d'Asie ou d'Afrique, c'est des problèmes climatiques très graves avec, je ne sais plus, c'est 1 à 2 millions de gens qui sont morts sur les 20 dernières années liés à des accidents, enfin des catastrophes climatiques. Donc c'est énorme. Donc la catastrophe, elle est déjà là. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est d'arriver à faire ce constat-là et après, derrière, de ne pas conclure sur une transformation profonde de la façon de faire. Parce qu'en fait, c'est juste à la marge. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à l'échelle municipale ou à l'échelle régionale ou à l'échelle d'un État. C'est qu'en fait, on dit, ouais, la situation est grave. Et derrière, finalement, ça va être quoi? Ça va être, nous, à Bordeaux, des fois, ça fait sourire, mais ça ne devrait pas. On va mettre des arbres dans la cour d'école, on est pour, hein, ou on va allonger en nombre de kilomètres les pistes cyclables. Mais on se dit, mais ok, il faut le faire, ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'est ça la réponse à l'urgence climatique? Et on s'aperçoit qu'en fait, et voilà, c'est là où ils n'osent jamais toucher à qui décide et cette organisation de la société. Et c'est pour ça que toutes ces questions-là, elles sont forcément posées. Alors, on entend souvent qu'avec la crise climatique, on ne pourra pas se passer du nucléaire, qui est une énergie non carbonée, mais vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Vous pensez que les énergies renouvelables peuvent suffire ? Ben ouais, enfin on pense, là aussi, on a une commission écologique au NPA qui travaille beaucoup là-dessus, qui produit beaucoup là-dessus et qui a pas mal d'arguments. D'ailleurs, je fais de la pub pour notre revue, on a une revue mensuelle, l'Anticapitaliste, et il y a un numéro spécial sur toutes ces questions-là très bientôt. Et on fait ce boulot-là, mais le boulot qu'on fait, il est directement lié à tout le travail qui est fait depuis très longtemps par mal de milieux associatifs. Et donc oui, il y a à la fois, parce que c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire si on sort des énergies fossiles, donc il nous reste le nucléaire, et le nucléaire aujourd'hui, c'est vrai que par définition, a priori, il ne produit pas de gaz à effet de serre, sauf que c'est pas si vrai que ça, puisque si on prend en amont, si on prend le coût des démantèlements des réacteurs qui sont morts, ou si on continue, on parle d'où vient l'uranium, le transport d'uranium, comment il est enrichi, tout ça, donc du coup, c'est plus tout à fait les mêmes calculs. Mais donc du coup, l'énergie nucléaire produit quand même des gaz à effet de serre. Il en produit moins. Mais le problème de l'énergie nucléaire, c'est que c'est hyper dangereux. Enfin, nous, ça nous fait flipper, le nucléaire. Il n'y a pas que l'histoire du déchet, du traitement du déchet, de qu'est-ce que ça devient pendant des siècles derrière. Mais les accidents. Et justement, par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux problèmes, aux tempêtes, aux ouragans, éventuellement des tremblements de terre, donc du coup, il y a une mise en danger plus importante sur les centrales nucléaires, puisque le risque d'accident, il augmente de fait. Et en plus, il y a un vieillissement des réacteurs. En France notamment, mais dans d'autres pays. Et donc du coup, tout se fragilise et le danger, il est réel. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant des drames, on a déjà eu Fukushima ou encore il y a plus longtemps en URSS, Tchernobyl. Donc on n'est pas obligé, on sait qu'il y a des incidents, on sait qu'il y a des risques, hein. Il y a des assos comme Stéphane Lhomme là, au réseau Sortir du nucléaire, tout ça, qui mettent l'observatoire du nucléaire, hein, tout à fait, qui mettent en alerte, d'autres mettent en alerte, il y a un véritable danger. Donc nous, on dit qu'il faut à la fois sortir des énergies fossiles et en même temps avoir un schéma de sortie du nucléaire. On sait que c'est pas comme ça, là, ça s'arrête pas comme ça. C'est pas comme. C'est une question qui divise à gauche, y compris dans le mouvement climat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a même des milieux écolos qui disent le nucléaire, on va le garder. Mais c'est d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, c'est une question qu'elle a complètement mis de côté. Dans ses résolutions, on ne parle pas du tout. Alors, il faut dire que le nucléaire en France, c'est un lobby très puissant. Enfin, un lobby, c'est quand même un État, et on le voit, il y a un soutien permanent à l'énergie nucléaire, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. D'ailleurs, globalement, l'énergie nucléaire à l'échelle de la planète, le chiffre que je retiens, c'est 10% de production de l'énergie qui est d'origine nucléaire. C'est pas non plus énorme. Mais c'est vrai qu'en France, il y a une pression là-dessus et que du coup, il y a cette idée qu'on ne peut pas faire sans. Mais mais même si à la limite, tout n'est pas faux en disant, parce que c'est compliqué de faire sans, puisqu'on sait que c'est une capacité de production énorme. Mais sauf que les dangers étant là, enfin le risque pour l'humanité étant qu'on a quand même, enfin ça nous semble raisonnable de dire, allez, il faut sortir du nucléaire. Alors, c'est des schémas en 10 ans. Enfin, le travail des associations, souvent, c'est ça. C'est un schéma de sortie du nucléaire sur 10 ans qui permet justement d'avoir une gestion, mais surtout pas de mettre de nouveaux réacteurs. En plus, ça coûte hyper cher. Enfin, voilà. Donc, tout pris en compte,
c'est des choses qui pour nous apparaissent archi logique de pouvoir se réfléchir là-dessus et de dire oui, il faut qu'on sorte de ça et puis qu'on arrive à faire qu'on produise de l'énergie dans des conditions quand même qui protègent mieux la population, qui ne nous met pas en danger en tout cas. Vous venez de me dire que quand même on a un rapport un peu particulier au nucléaire en France, en parlant notamment du lobby pro-nucléaire. Est-ce que c'est dû à un caractère un petit peu spécifique de l'impérialisme français qui est quand même très lié aux industries énergétiques, que ce soit celles du nucléaire ou des industries fossiles aussi, mais est-ce que c'est cette question aussi de l'impérialisme qui se joue derrière la question du nucléaire? En tout cas, on voit comment ça se passe en France. Après, oui, c'est un lien avec l'impérialisme, parce que les essais nucléaires déjà qui avaient lieu en Polynésie ou dans les déserts algériens, enfin, on voit aussi comment cette énergie nucléaire-là s'est construite. Ça a été quand même au détriment de la santé des peuples colonisés, notamment. Et donc, il y a un lien, oui, avec l'impérialisme. Mais bon, après, je ne sais pas pourquoi en France, on est plus nucléaire que dans d'autres pays, ou même par rapport à l'Allemagne, qui elle... Parce qu'il y a des associations, par exemple Survie, qui font vachement le lien entre la France-Afrique et la question du nucléaire. On entend quand même dans le mouvement anti-nucléaire en France que combattre ces industries, c'est pas seulement se battre pour le climat, quoi. C'est dans le cas des énergies fossiles, bien sûr, contre les risques et les dangers du nucléaire aussi, c'est aussi se battre contre l'impérialisme français. J'avais pas, moi, du tout réfléchi comme ça, mais ça tient. Mais a priori, d'accord, ouais. Okay. De toute façon, la lutte anti-impérialiste en France, elle est quand même très très importante sur la question environnementale, mais on voit parce que ça peut-être qu'il n'y a pas tant on va dire d'ex-puissance coloniale où l'impérialisme existe, hein, mais là par rapport à la France aussi l'ancienne puissance coloniale et son rapport avec ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui devenues des départements notamment. Mais donc du coup, oui, on imagine bien le mélange et comment tout ça, ça se lie, quoi. Et du coup, forcément, en parlant de toutes ces questions d'énergie, est-ce que le sujet derrière, c'est pas aussi la question donc, de la sobriété énergétique, aller vers une société plus sobre? Parce que pendant longtemps, on a quand même eu avec le capitalisme cette idée de croître, de produire, cette idée de la croissance. Ça, c'est quelque chose que vous remettez en cause. Il faut produire moins peut-être ou répartir différemment, enfin produire moins et répartir différemment. Moins, c'est surtout déjà produire différemment ou produire autre chose. Là, par exemple, les armes, un des premiers marchés de la planète, on pense que ça, c'est l'exemple plus que d'un gâchis. C'est quand même des armes de destruction, même y compris massives. Donc, c'est l'exemple là de choses qu'on peut ne plus produire ou qu'on devrait ne plus produire, quoi. Et des exemples comme ça, il y en a plein, forcément. Donc, du coup, c'est aussi faire... C'est pas juste l'idée on produit moins, c'est de faire le tri. Et une société qui dirige différemment, une société qui raisonne différemment, évidemment qu'elle se pose des problèmes différemment et elle va se dire là franchement ça on va pas en faire. Mais même ce système de concurrence qui est tellement vanté par les libéraux, c'est super la concurrence, ça permet d'enrichir le choix et tout ça c'est bidon. En réalité la concurrence c'est un gâchis énorme aussi parce qu'on le voit bien, tout ce qui est étalé dans les magasins, la plupart c'est invendu. Les invendus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Même les voitures, il y a des photos aériennes de parking de voitures invendues là, mais c'est incroyable là, la quantité, la surface, les tonnes, le poids en matériel qui servent à rien, qui vont être détruits ou en attendant sont stockés. Enfin, voilà, ce gaspillage-là, c'est fou, quoi. Donc du coup, c'est-à-dire que finalement, c'est aussi une question de répartition. Oui, parce que c'est pas juste. Nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut moins produire. Enfin, en tout cas, on peut moins gaspiller et moins dépenser d'énergie. Ça, c'est sûr. Mais dedans, c'est aussi la capacité d'une société de choisir ce qui est utile et pas utile. Et à partir du moment où on fait le tri, à partir du moment où il y a des tas de choses qu'on abandonne, déjà il y a une forme d'économie et déjà on sort des logiques productivistes rien qu'avec cette question-là, quoi. Parler d'environnement, c'est aussi parler de santé, notamment de notre santé. En ce moment, justement dans le contexte, peut-être que ces questions reviennent un petit peu. C'est la question sanitaire mais qui se joue. Mais notre santé, elle est liée à la santé de nos écosystèmes. On parle d'écologie de la santé, de santé environnementale. Vous, au NPA notamment, vous faites le lien un petit peu, j'ai pu lire ça dans vos productions, entre par exemple la crise de la biodiversité et la crise du Covid. Bah oui, enfin là, il n'y a pas que nous, hein. C'était quand même dès le départ, c'était même avant la crise du Covid, déjà se discuter que la destruction des forêts, la montée de température et la fonte du permafrost, tout ça, ça a libéré, ça mettait en contact des êtres vivants, virus et mammifères à qui avant n'étaient pas en contact. La diminution de la biodiversité, ça pose des tas de problèmes d'écosystèmes, tout se dérègle, tout change, et puis bon, il y a des choses, des maladies qui apparaissent,
Donc ça, c'était dit avant le Covid. Le Covid, c'est finalement Et les l'illustration pollutions industrielles terrible. aussi ont des conséquences sur la santé des ouvriers. Ouais, après, c'est globalement l'activité humaine. De toute façon, la destruction, enfin, il y a la destruction des forêts, mais même il n'y a pas que la destruction des forêts, parce que ce qu'on appelle, il y a beaucoup de luttes en ce moment en France sur la défense des zones humides. La destruction d'une zone humide, ça a été ignoré, méprisé par les collectivités territoriales, notamment quand il y avait les débats sur le barrage de Sivens ou sur Notre-Dame-des-Landes, alors qu'en réalité, tout le boulot qui était fait par les assos et par les scientifiques, c'était de dire mais c'est quand même complètement nul de faire ça. Enfin, c'est même grave parce que ça a des conséquences, ça a des règles. Même un petit bout de territoire, zone humide, il y a toujours quelques espèces qui vont disparaître, et ça a été pris de haut par les décideurs. Ils n'en avaient rien à faire, et ça se paye très cher. Donc c'est pas juste l'histoire des forêts, c'est effectivement comment on maltraite la nature, et à force de croire que finalement le progrès technique, l'évolution de la société, voilà, finalement on peut vivre presque sans la nature. Quel sens ça a d'ailleurs de séparer les espèces humaines de la nature? Bon, voilà, bon, tout ça, ça se paye. Et c'est vrai que c'est la destruction qui est liée à l'activité humaine, mais encore une fois, l'activité humaine, c'est pas neutre, c'est aussi dans le cas d'un système productiviste qui court au profit, qui court à toujours faire plus, et voilà, mais tout ça, ça se paye, ouais. Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, parce que peut-être que le lien, pour certains, il n'est pas évident, mais vous m'avez dit en début d'interview que la justice climatique, elle nécessite un changement social radical. Est-ce que cette transformation en profondeur, il s'agit aussi, on parle aussi là d'une transformation en profondeur d'une société patriarcale et raciste? Est-ce que tout est lié? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'écologie décoloniale. Et même, là, c'est un peu revenu ces derniers temps avec la candidature notamment de Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts. On entend parler d'écoféminisme. Finalement, toutes ces questions, écologie, féminisme, antiracisme, etc., tout est lié? Ben, nous, en tout cas, on fait le lien avec tout, parce que c'est un peu, quand on discute d'une lutte d'ensemble, du tous ensemble, ou même de faire le lien entre les combats aujourd'hui, qu'ils soient antiracistes, féministes ou LGBTI, enfin, toutes ces batailles-là qu'on est en train de mener sur les questions sociétales ou sur les questions des droits de tous, et puis après les questions économiques et les questions environnementales, oui, nous, de toute façon, on fait un lien, puisqu'en fait, tout amène à discuter de la société, de la façon dont elle fonctionne. Donc, effectivement, on a en centralité, comme on pourrait dire, dans l'histoire du monde envoyé, c'est la lutte des classes, c'est-à-dire l'exploitation des capitalistes qui vit du travail des autres, enfin, qui s'enrichit, qui fait son profit sur le travail des autres. Et il y a ça, puis à côté de ça, il y a toutes les formes d'oppression qui sont liées à la domination de cette classe-là. Alors après, ceci dit... Écologie décoloniale, écoféminisme, c'est des visions que vous soutenez politiquement, idéologiquement? Ouais, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais je sais que ça existe, ouais, mais nous, on fait le lien avec tout ça. Et nous, on pense qu'un combat, justement, il est d'autant plus efficace qu'il fait le lien avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un combat écolo comme ça, parce qu'en fait, et en plus, c'est facile de voir les liens. Avant, on ne faisait pas. Il y avait la question écologique, elle était séparée ne serait-ce que de la question sociale. Et là, on s'aperçoit que finalement, à chaque fois qu'on mène une bataille, c'est la question démocratique qui est posée, c'est la question de comment nous, on s'organise, comment on réfléchit. Et c'est un peu le principe de l'écosocialisme, de faire le lien. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça. Et donc, du coup, ça fait le lien forcément avec tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais c'est des problèmes de domination, d'exploitation, d'oppression. Et donc, bien sûr que... environnemental aussi, par exemple, pour parler du rapport aux pollutions dans les banlieues, comme par exemple en Seine-Saint-Denis, près des axes périphériques, etc. Là, on parle de racisme environnemental, ou l'exemple du chlordécone dans les Antilles. Ouais. Hein, ou en Guyane aussi, ou même, c'est vrai que c'est ce que raconte Naomi Klein dans un de ses livres. Elle raconte justement les saloperies des multinationales qui vont puiser du pétrole dans des endroits, même en Alaska, ça coule partout dans la forêt, ça détruit les poissons dans les rivières que pêchent les Indiens d'Alaska. Il y a des tas d'exemples comme ça. Alors ouais, c'est sûr que c'est là où en fait, et puis même aujourd'hui, plus c'est propre dans les pays riches, on sait que tout est repoussé dans les pays qu'on dit émergents. Et c'est comme les bateaux qui sont désamiantés dans les ports d'Asie. Enfin voilà. Donc oui, de ce point de vue-là. Mais ça, là, on retombe dans les rapports impérialistes où les puissances occidentales qui leurs poubelles, ça reste les anciennes colonies ou les pays qui sont dominés aujourd'hui économiquement. Donc, mais là, ouais, on rejoint. Il y a ce lien-là. Donc, et puis après, effectivement, la construction des villes en Angleterre ou en France avec la révolution industrielle, c'est sûr qu'ils n'étaient pas cons. Hein. Même, il y avait même à Bordeaux, c'était rive droite, toute l'industrie était rive droite sur la Bastide. Bon là, il n'y a plus rien, tout a été rasé depuis très longtemps, mais
Et il y avait même les fumées, c'était même bien pensé, les fumées allaient vers les maisons des ouvriers et des ouvrières qui étaient derrière. Ça allait pas dans le quartier, l'ouest et l'est. ouais, ça allait pas dans l'hypercentre bordelais, à Place de la Bourse, enfin, où tout est riche, tout est beau. Et voilà, donc en fait, il y a aussi des choses qui sont bien pensées de ce point de vue-là. Donc oui, ben voilà, ça c'est lié à ce monde d'exploitation et d'oppression. Et puis ben, il y avait on rejetait sur les autres. Bon, déjà, il y avait les conditions de travail qui étaient horribles, mais en plus, ils payaient tout. Mais bon, après, il y a juste, je pense là maintenant, il y a Upton Sinclair qui raconte aussi la fabrication à Chicago de la viande et tout ça. La jungle, ça s'appelle. Et pareil, on voit ça, on voit comment non seulement il y a l'exploitation au travail, enfin les accidents, enfin la mort au travail, et puis et toute la misère qu'il y a autour, qui est liée à la pollution, ils vivent dans la pollution, ce qui est aujourd'hui un peu les images qu'on peut avoir de certains pays pauvres. Mais voilà, donc oui, donc c'est pour dire qu'on s'attaque à un sujet, il y a tout qui s'enchaîne. D'ailleurs, vous avez commencé à répondre à cette question en parlant de la centralité entre le capital et le travail dans le mouvement ouvrier, mais en me disant que finalement tout ça c'est lié aussi. Mais est-ce que le mouvement ouvrier aujourd'hui on a conscience et arrive à se saisir de toutes ces questions? Est-ce qu'une mobilisation, je prends l'exemple d'une mobilisation au Canada où il y a eu la coalition étudiante pour un virage environnemental et social qui a fait des manifestations, qui a mobilisé avec 4 revendications, la décarbonisation, le définancement de la police, la régularisation des sans-papiers et la reconnaissance de l'autodétermination des peuples premiers, tout ça en mettant toutes ces questions en lien avec la question climatique et environnementale. Ce genre de mobilisation, est-ce que c'est possible aujourd'hui avec le mouvement ouvrier en France? Est-ce que ce serait un modèle d'ailleurs? Un modèle, enfin en tout cas il y a plein, je pense, toutes ces questions, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, il y a des prises de conscience, c'est vrai que c'est le problème qu'on a nous souvent, c'est qu'on a tendance à démoraliser devant la saloperie du système. Enfin, on se dit des fois, mais comment on peut changer les choses? Donc il y a des moments où on a du mal à croire que ça peut changer dans le bon sens. Mais en même temps, il y a des tas de résistances, des tas de mobilisations, il y a celle que vous dites là. Mais après, même ici, il y a pas mal de luttes qui font le lien justement. Et puis par en bas, quoi. Il y a des formes de lutte nouvelles. Mais toutes ces questions ont quand même été absentes pendant longtemps dans le mouvement ouvrier. Ah, mais là, on dépasse le mouvement ouvrier au sens strict du terme, parce qu'il y a le mouvement ouvrier, donc on peut parler des mouvements de grève ou des manifestations. Mais ce mouvement ouvrier-là, il est aussi en lien avec des tas de résistances qui sont sur des terrains écologiques ou antiracistes ou féministes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça, parce que de toute façon, la société, elle évolue, les choses se transforment. Même l'idée de la classe ouvrière, c'est plus la même, évidemment. Enfin, les délimitations, c'est plus les mêmes qu'il y a que 68 ou 36, c'est plus les mêmes que le siècle. Ce sont des questions nouvelles qui se posent. Nouvelles, en tout cas, ça prend des formes nouvelles. Moi, je sais pas répondre à tout, mais on a quand même l'impression qu'on est dans un monde où des choses évoluent quand même largement. C'est plus comme avant. Les luttes, c'est plus comme avant. Il n'y a plus de grosses usines comme avant. Il y a plus le prolétariat, c'est plus le même qu'avant. Et puis la société, c'est plus tout à fait la même qu'avant. Même si fondamentalement, ça reste évidemment une société capitaliste avec des possédants qui exploitent d'autres. Donc ça change pas dans le fond. Mais c'est vrai que les choses évoluent. Donc il y a des formes de lutte. Et peut-être qu'il y a une prise de conscience, de toute façon, sur l'urgence climatique, c'est quelque chose qui est relativement récent, même si j'ai vu il n'y a pas longtemps Dumont, là, le candidat à la présidentielle en 1974, qui déjà alertait comme on pourrait parler aujourd'hui. Donc du coup, ça a moins 50 ans, en fait, la conscience du danger, du productivisme. Mais donc il y a des prises de conscience, et puis voilà, et puis on tâtonne. Et il y a pour revenir au mouvement social, aujourd'hui, par exemple, on voit la CGT participer au collectif Plus Jamais Ça, avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, etc. Ils ont participé à des mobilisations à la Chapelle d'Arblay, donc une papeterie qui va fermer, qui est pourtant la seule en France qui fait du papier 100% recyclable. Il y a eu aussi la lutte des raffineurs de Total à Grand Puy. Est-ce que là, par exemple, peut-être la CGT nous montre le chemin? Soit elle nous montre le chemin, soit elle en suit un qu'elle est un peu obligée de prendre quand même à un moment donné. La CGT, qui pour beaucoup d'aspects n'était pas spécialement écologiste, même sur les questions nucléaires par exemple. Donc non, après par la force des choses, il y a bien des remises en question. Les milieux militants aussi
voit bien Et aussi se rendre compte là où on en qu'aujourd'hui, est, les difficultés qu'on a, et puis on voit bien les urgences aujourd'hui actuelles. Donc forcément, dans tout ça, il y a des discussions. De toute façon, c'est toujours le même problème. On cherche par quel chemin on peut passer pour arriver à rendre les luttes efficaces. Et donc du coup, ben, oui, ça se télescope, et puis il y a des organisations qui vont peut-être être plus sensibles à des problèmes politiques C'est-à-dire que particuliers qu'avant. la CGT, comme d'ailleurs chez les écolos Greenpeace ou les Amis de la Terre, etc., aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, la question de l'écologie, la question du climat, c'est une question sociale, que c'est une question de classe et que peut-être on n'est pas tous dans le même bateau. Oui, enfin la CGT c'est pareil, on peut imaginer que dans la CGT il y a un peu de tout. Il y a le bureaucrate qui ne pense pas grand-chose à part son revenu à la fin du mois, et puis il y a des militants qui se battent. Enfin voilà, donc c'est pareil, c'est partout je pense. Et puis d'ailleurs les organisations politiques, syndicales ou associatives sont souvent partagées sur plein de sujets. En fait, c'est pas homogène, quoi. On est dans des situations quand même relativement galères, hein. On voit le monde comment il évolue, on voit aussi quelque part l'impuissance du mouvement social. Et donc certains ont conclu une sorte de résignation, et puis d'autres lâchent pas l'affaire. Et donc du coup, ça donne aussi pas mal de batailles qui sont pour certaines nouvelles, hein, parce que là, par exemple, pour revenir à la question écologique, la lutte des bassines du côté contre des réserves de bassines, ça ressemble un peu à l'histoire de Sivens, hein, du barrage de Sivens, sauf que là, c'est des bassines. Il y a une lutte qui est hyper chouette parce que mais c'est nouveau. Enfin, quand on y va, c'est pas pareil qu'une lutte syndicale. On sent que il y a même une prise en compte par la population, un intérêt commun entre certains agriculteurs, des gens qui habitent dans les petites communes, des militants politiques depuis longue date. On voit qu'il y a une recherche de voir comment on peut s'opposer à des projets de merde. Enfin, je dis de merde, c'est pas très poli, mais des alliances aussi qui se forment, des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble, qui se mettent à parler ensemble. Ouais, mais les Gilets jaunes, ils avaient montré ça aussi. Enfin, de toute façon, la moindre lutte, elle permet de... Parce qu'en fait, on est dans un monde très, très égoïste, mais imposé par en haut, très individualiste, et puis qui essaie de diffuser ça partout, c'est-à-dire, et de mettre en concurrence tout le monde. Et en fait, c'est le chacun pour soi, chacun se démerde dans son coin, chacun doit marcher sur l'autre pour s'en sortir. Bon, voilà, on a l'impression qu'on va dans un truc presque caricatural. Et quand il y a une résistance, à un moment donné, il y a les Gilets jaunes, c'est le mouvement en France le plus fort ces dernières années. Mais après, aujourd'hui, donc, il y a la lutte contre les bassines du côté de Niort ou du Marais Poitevin. Mais dans le Pays Basque, il y a à Arbonne, à côté de Bayonne, il y a des agriculteurs et des habitants qui ont voulu empêcher la vente d'un terrain qui allait être un terrain agricole qui perdait sa capacité agricole, puisqu'en fait, ça serait utilisé juste par quelqu'un qui est très riche et qui avait des chevaux à mettre. Et donc, du coup, ils ont réussi à bloquer la vente, tout à fait. Et ils fêtent ça bientôt. En octobre. Mais bon, la lutte continue quand même, parce qu'en fait, c'est le problème justement de ce qu'on n'a pas discuté, mais les circuits courts, enfin, la petite paysannerie, comment on recrée des parcelles, comment on permet à ce qu'il y ait toute une génération qui se remette à produire là où il y a besoin de produire, quoi. Donc, mais ces formes de lutte, elles sont, c'est chouette, parce que en fait, ça oblige les gens à discuter, mais comment en fait on défend nos conditions de vie. Et donc, du coup, effectivement, ça sera des agriculteurs, des habitants, des militants ou pas militants qui vont se retrouver ensemble à chercher une forme de lutte. Et moi, on pense qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça aujourd'hui. Mais c'est lié, voilà, on est en train de vivre ça. Et puis alors là, on est en France, mais on peut discuter aussi des mobilisations qui sont réelles dans de très nombreux pays, y compris sur des questions donc écologiques, mais ou sociales ou des questions politiques. Voilà, donc voilà, on en est là. Donc après, c'est à construire. Et nous, dès qu'il y a quelque chose, évidemment, ça nous rassure de voir qu'il y a des résistances, et on espère aider à les construire, quoi. Alors c'est ma dernière question, on va conclure là-dessus. En octobre, il y a la COP26, 191 pays se réunissent à Glasgow, en Écosse. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP ? Moi et nous, je crois qu'on n'en attend pas grand-chose. Alors c'est pas parce qu'on n'en attend pas grand-chose, même rien, parce que, on se rappelle de la COP 21 en France, donc il y a 5 ans déjà, et les accords de Paris qui ont été ou lâchés par certains et qui reviennent, mais en réalité, de toute façon, c'est le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, il fait quoi ? Il dit quoi ? Il dit que même ce qui est signé, c'est pas respecté. Donc du coup, on a tendance évidemment à ne rien attendre de ce qui peut venir des institutions et de ce genre, parce qu'en fait, c'est une réunion de tous les grands pouvoirs de la planète
honnête, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais par contre, il va y Des avoir discours, mais peu d'actes. Oui, mais ouais, il n'y a pas, mais comme tout, là, c'est la question de la COP, mais à tous les niveaux. Donc on sait que c'est la pression populaire, c'est la pression de la mobilisation. Et là, évidemment, par contre, c'est une grosse occasion à chaque fois qu'il y a une COP de pouvoir mobiliser, de pouvoir reposer le problème et de discuter à chaque fois que ce qui est fondamental, c'est finalement quand les milieux militants ou la population s'auto-organisent et comptent sur ses propres forces pour imposer des politiques qui vont dans le bon sens. Donc ça ne viendra pas d'en haut, ça ne peut pas venir d'en haut. Si ça devait venir d'en haut, ça fait longtemps que ça aurait commencé. Là, on le voit, même avec les urgences, même avec les rapports scientifiques qui sont hyper clairs, ça ne bouge pas en haut. Donc il ne peut y avoir qu'une révolte par en bas qui puisse bousculer ça. Et plus que bousculer, c'est là où ça revient à discuter de la transformation radicale du système capitaliste. Emmanuel Macron réussit quand même à se positionner en champion de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a aussi Joe Biden qui le challenge un peu sur cet aspect en se plaçant un peu comme un champion de la biodiversité, mais il y a beaucoup de gens qui les suivent, quoi, qui croient. Ouais, je sais pas, ouais. On a du mal à croire qu'ils puissent être crédibles sur ce terrain-là, quoi. Bon, évidemment, il y en a qui vont les suivre, mais Biden, Macron ou d'autres, mais non, je pense qu'ils ont vraiment perdu toute crédibilité, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de l'ère des méga-feux, l'ère des pandémies, mais on est aussi peut-être dans l'ère du greenwashing. Ouais, mais leur force de ces gens-là, enfin la force entre guillemets, mais comme on dit souvent, c'est la faiblesse de la contestation en fait. C'est notre incapacité ou ce qu'on pourrait dire l'inefficacité aujourd'hui du mouvement social. Mais sinon, eux, ils représentent quoi aujourd'hui? Enfin, quelle crédibilité? Ils sont, mais même sur la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire, c'est catastrophique. Ils ont fait n'importe quoi. Et alors, on peut se l'expliquer politiquement, le n'importe quoi. Hein. C'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, c'est pas juste une question d'incompétence ou de manque de savoir. Mais il faut voir comment ils gèrent la crise sanitaire. Même Biden, il arrive. Il faut voir comment ils gèrent les migrants à la frontière mexicaine. Enfin voilà, on retrouve les mêmes choses. Et donc je ne sais pas s'il y a vraiment, s'ils ont de la crédibilité. Après, ce qui nous manque, nous, c'est la force de virer tous ces gens-là et de changer tout ça, quoi. Mais bon, ça va venir. Je vous remercie Philippe Poutou. Je rappelle juste pour ceux qui nous regardent, qui préféraient peut-être nous écouter, ces entretiens sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute sous forme de podcast. Merci encore d'être venu sur le plateau du Média. Merci.